Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de Conversation citoyenne où nous sommes encore ravis d'avoir avec nous un invité de marque en la personne de Miniel Tal. Si on n'est pas convaincu de qui on est, on ne peut pas aller au-devant des autres pour chercher ce qui viendra nous compter. On a toujours l'impression qu'on est donneur de leçons, d'une certaine manière, et donc les gens n'aiment pas ça. C'est difficile de pouvoir conseiller alors que derrière il y a des pressions, il y a des intérêts personnels. Quelle erreur professionnelle t'a réellement fait grandir? De penser que tout le monde est comme soi. C'est un monde de requins, il faut se le dire. On ne cherche pas l'intérêt du plus grand nombre, on cherche son intérêt personnel et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. On est aussi dans des contextes où on n'a pas l'habitude de voir une femme en pole position. Qu'on le veuille ou non, il y a comme un échec implicite qui est attendu. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de Conversation citoyenne où nous sommes encore ravis d'avoir avec nous un invité de marque, de prestige, qui va nous parler de la communication stratégique de l'entrepreneuriat, en la personne de Miniel Tal, une amie de longue date également que je suis vraiment ravi d'avoir avec nous. Miniel, bonjour. Bonjour Montaga, merci à toi de me faire l'honneur de m'inviter aux Conversations citoyennes, une émission que je suis, pour laquelle je te félicite, merci. Toi et toute ton équipe. Et donc je suis moi aussi honorée, ravie d'être là aujourd'hui avec toi. Excellent. On va en apprendre beaucoup plus sur le parcours de Miniel et vous allez voir qu'on va parler également en fait de leadership stratégique. C'est des gros termes, mais au-delà de ça, c'est une spécialiste de communication que nous avons. Donc on va aller au travers elle de son parcours qui est vraiment très inspirant, les choix, les défis qu'elle a faits. Et pour venir à la fin, pour essayer de voir justement quels sont les conseils qu'on peut avoir avec cette nouvelle génération sur la communication stratégique. Alors, mais avant d'en venir à ce parcours, on a l'habitude dans cette émission de poser un peu des questions un peu brise-glace pour également aller à bâton rompu, au-delà du parcours professionnel, mais du parcours de vie, du parcours humain. Donc, on veut te poser quelques petites questions. La première, c'est quelle œuvre, individu ou symbole t'inspire le plus ou t'a inspiré de par le passé? Alors, ça peut sembler bateau, mais en général, je remonte à l'enfance, c'est souvent dans la famille. Bien sûr. Et j'ai la chance d'avoir eu des femmes assez fortes. Excellent. Qui m'ont très vite appris qu'il n'y avait pas de limite. Alors, quand on parle de femmes fortes, il faut aussi parler des hommes qui leur permettent d'être des femmes fortes. Donc, je vais rester dans ma famille. Donc, ça va être mon grand-père, ma grand-mère, ça va être ma mère, ça va être mes tantes, qui m'ont toujours appris qu'en fait, il ne fallait pas se mettre de limites et qui ont toujours été là comme un filet. Donc, non, Et en termes de valeurs, quelles sont les valeurs qui t'ont réellement marqué, que tu as vu à travers? L'intégrité. L'intégrité. Alors ça, des deux côtés, du côté paternel comme maternel, c'est être honnête avec soi-même, ne jamais avoir peur d'affirmer ses propres valeurs et ses convictions, quel que soit ce que ça nous en coûte. Et donc, oui, ça c'est vraiment un pilier dans ma vie. Donc, après, effectivement, l'intégrité, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. Et surtout dans nos sociétés contemporaines, c'est assez difficile de... C'est pas simple, c'est pas simple, c'est un sacerdoce, c'est vraiment... Et puis, on a toujours l'impression qu'on est donneur de leçons, d'une certaine manière. Et donc, les gens n'aiment pas ça. Donc maintenant, c'est comment rester droit, comme je dis dans ses bottes, garder ses propres convictions, les appliquer à tout un tas de choses, et dans le métier que j'exerce. L'intégrité, on glisse facilement de l'un à l'autre. On en parlera certainement dans le cours de la conversation, mais c'est difficile de pouvoir conseiller en restant donc aligné sur ses valeurs, en ayant à cœur l'intérêt général, alors que derrière, il y a des pressions, il y a des intérêts personnels, et c'est tellement plus facile de glisser dans le sens
du maître, ou en tout cas du décideur, et de lui dire ce qu'il veut entendre, alors qu'en fait, notre rôle, c'est aussi de susciter justement un questionnement, une réaction. Donc, une réflexion critique. Une réflexion critique. Se dire qu'est-ce que je fais qui pourrait choquer, qu'est-ce que je fais qui pourrait être mal interprété, qu'est-ce que je fais qui pourrait ne pas être compris. Et donc, oui, l'intégrité, moi, ça m'a vraiment servi de bâton de maréchal et ça continue. Excellent. En tout cas, tu parlais de donneur de leçons. Aujourd'hui, on espère que tu vas nous donner des leçons, notamment pour cette jeune génération qui nous écoute. C'est vraiment en fait l'objectif de l'émission, de pouvoir, au travers de ton parcours, pouvoir essayer de voir justement qu'est-ce qu'on peut tirer comme mesure forte. Alors, en parlant de ça, en termes professionnels, on fait souvent des erreurs, mais parfois les erreurs peuvent nous faire grandir. Quelle erreur professionnelle ou même personnelle peux-tu livrer à nos auditeurs qui t'a réellement fait grandir? On en fait beaucoup, oui. quel que soit son expérience. Hein. Oui, bien sûr. Mais je crois que celle qui m'a le plus marquée et qui m'a permis de grandir, c'est de penser que tout le monde est comme soi. Ça, c'est une naïveté, une forme d'ingénu. On est ingénu, en fait. Voilà, je te parlais d'intégrité tout à l'heure, parce qu'on est intègre ou parce qu'on pense avoir des valeurs qui sont des valeurs universelles. On a l'impression, quand on embarque dans un projet, dans une organisation, que les gens ont les mêmes principes. Or, c'est un monde de requins, il faut se le dire. Les intérêts, justement, ne sont certainement pas des intérêts convergents. On ne cherche pas l'intérêt du plus grand nombre, on cherche son intérêt personnel. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Les gens qui aiment travailler avec moi parce que je me donne à 100%. Et quand on se donne à 100%, c'est justement parce qu'on pense qu'on fait partie voilà, que ça nous appartient d'une certaine manière. Et quand on dérobe le tapis sous nos pieds, ben forcément, on tombe. On peut se faire mal. Et aujourd'hui, Dieu merci, après 3 très mauvaises expériences, j'ai pu apprendre et savoir que, bon, voilà, on a beau être authentique, il faut aussi garder sa part d'ombre. Pas parce qu'on a des choses à cacher, mais parce que, quelque part, c'est une façon de se protéger. De se préserver, qui est extrêmement important. Tu as parlé de l'authenticité, on y reviendra justement avec le magnifique projet entrepreneurial que tu as fait maintenant depuis 18 ans. Et je suis sûr que ça pourra inspirer beaucoup. Alors, toujours pour en savoir plus pour toi, si ton parcours était une couleur, un tissu ou un motif africain, on sait que tu es aussi assez orienté dans les aspects un peu culturels, décoratifs. Lequel choisirais-tu et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a réellement marqué? Est-ce que je pourrais choisir un matériau? Bien sûr. Alors, ce serait le bois. Le bois, Le bois, parce que, déjà pour sa robustesse, sa solidité. Ça ne veut pas dire que je suis forcément robuste, mais ça veut dire qu'effectivement, en termes d'ancrage, le bois, pour le lien évident qu'il a avec l'arbre, avec l'enracinement, mais le bois, parce que quand on le coupe, c'est pour le transformer. Donc, il sert toujours à un usage particulier. Et quand il est encore jeune, il est frais, eh ben, il gondole. C'est-à-dire qu'en fait, il doit s'adapter à son environnement. Mais ce qui est le plus magnifique, c'est qu'en vieillissant, le bois devient dur et le bois sort une patine et en fait monte toute sa profondeur. Voilà. Et donc, si je devais résumer ma carrière ou si je devais trouver une analogie pour parler de ma carrière, ce serait le bois. Ça, c'est magnifiquement dit. C'est même très poétique et très, très important. Donc, le bois, les attributs du bois, et puis même les matériaux, ce que je suis tous, le papier qui vient avec la transformation. Il a une chaleur, en fait. Il garde en lui une certaine forme. On a beau le penser inerte. Pour moi, le bois a une chaleur. La preuve, ce mur derrière nous vient nous chercher parce qu'il imite le bois et qu'on se sent tout de suite réchauffé. Et de plus en plus, on le voit même dans les matériaux de construction en retour, dans le bois, les différentes finesses également du bois qu'on peut... Et c'est un matériau noble.
Donc, bon, très rare. Oui. Donc, effectivement, et puis tout le monde ne sait pas le travailler. Donc, voilà, le bois, c'est vraiment... Oui, noble par rapport à Tal également, hein, qui Ah revient non, de la lignée, hein, non, juste pour te titiller, oui. non, non, non. Tu me titilles depuis tout à l'heure, mais tu sais que je suis très... Non, humble, ça fait partie des valeurs Je également suis pas que du tu genre veux. à me mettre de l'avant. Alors, pourtant, quel mot incarne pour toi le leadership? Parce que je pense que tu fais partie de ces personnes également qui ont incarné ce leadership. On en parlera avec l'entreprise que tu as créée. Est-ce qu'il y a un mot qui est inspirant pour toi? Alors, ce serait patience. La patience. La patience parce que rien n'est acquis du jour au lendemain. Oui. Il faut pouvoir justement planter une graine, l'arroser, la voir germer. Oui. Je trouve que un leader, parce que là encore il y a plusieurs écoles, hein, Bien sûr. on peut l'interpréter ce terme, mais un leader c'est quelqu'un qui accompagne. Oui. C'est quelqu'un qui impulse une direction, mais ce n'est pas quelqu'un qui est forcément dans la... oui, voilà, dirigiste. D'accord? Et donc, quand on veut voir les choses se transformer, quand on veut voir une impulsion se solidifier, il faut pouvoir être patient. Il faut pouvoir se dire, OK, patient et indulgent. Les deux vont de pair pour moi. Et se dire que, bon, voilà, si un tel a compris assez vite, ce ne sera pas forcément le cas pour un autre, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras et abandonner. Donc, moi, je suis pour un leadership qui est un leadership qui s'adapte. Et donc, pour s'adapter, il faut vraiment avoir une bonne dose de patience, ce qui n'est pas toujours évident. Toujours, bien sûr. C'est extraordinaire parce que ça revient un peu avec l'attribut tout à l'heure du bois par rapport à la patience, la persévérance, oui. Justement le fait de le travailler d'une certaine manière pour en venir à un produit réellement fini. Donc, ça demande beaucoup d'années de patience. Donc, on voit un peu des aspects un peu similaires. Alors, ça nous fait une excellente transition par rapport à la deuxième partie de notre entretien, qui veut en savoir un peu plus sur ton parcours et également un peu tout ce que tu as incarné en termes de leadership. On a parlé du fait que tu as, depuis 18 ans, en fait, créé une entreprise qui s'appelle Elle et moi. Peux-tu nous parler un peu de cette entreprise, des défis qui sont survenus et comment tu as fait pour passer justement en fait, de cet aspect de communication qui a été un peu... voilà, le métier, ta formation, communication internationale, à un peu l'entrepreneuriat, où on parle un peu plus de management organisationnel, tout ce que tu disais tout à l'heure avec le management relationnel. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à passer de la communication dans un contexte un peu plus d'entrepreneuriat avec ton Elle et moi? C'est une excellente question, parce qu'en fait... La communication dans nos pays, même si elle n'est pas au niveau où je le souhaiterais, est quand même gage de stabilité. Et donc, je connais beaucoup de gens qui, une fois qu'ils ont acquis un poste confortable, ne penseraient absolument pas à le délaisser pour partir à l'aventure. Parce que l'entrepreneuriat, sous nos cieux, c'est quand même une bonne dose de folie, dans le sens où rien n'est acquis. On est dans des environnements où tout est à faire. Mais je crois que c'est ce qui est venu me chercher. Parce que je commençais à m'ennuyer. Dans la communication. Pas parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais parce qu'en fait, on est dans des contextes où on ne souhaite pas innover. On aime rester dans un précaré, dans ce qu'on connaît. Et à un moment donné, c'est lassant. Il faut dire la vérité, les projets ne viennent plus nous chercher, on n'a plus l'impression de grandir, de se former. Je me souviens, mon premier emploi ici dans une institution où j'ai fait mes premières armes, à la fin de ma première année, donc au moment de l'évaluation, donc mon directeur me dit écoutez, félicitations, bravo, on n'a rien à dire. Bon, vous êtes censé avoir envie d'être formé, donc il y a la possibilité de vous offrir une formation, mais vous avez déjà tout, vous.
Et moi, choquée, en disant, mais comment ça, j'ai déjà tout, je viens de commencer, non, il y a des choses qui m'intéressent. Et en fait, il m'a refusé le budget de formation, sous prétexte que non, il fallait le laisser à quelqu'un d'autre. Et donc, voilà un peu, quelque part, les contextes dans lesquels on évolue. On arrive certes avec quelque chose, mais qu'on veut faire grandir. Je veux dire, des compétences, ça se cultive, ça s'entretient. Et dans la communication, parce que bon, on a peut-être eu la chance d'avoir un bagage intéressant qui, à l'époque, tranchait avec ce qu'on avait à offrir. Je parle notamment des relations publiques. Quand moi, je commençais, ne voulait absolument rien dire pour personne. Communication globale encore moins. Donc, en fait, quand on arrive, on a vraiment l'impression que c'est un produit fini. Et à force, j'avoue, c'est vraiment venu, c'était lassant. Donc, bon, après, c'est pas évident de faire la bascule. Mais ce qui m'a aidée, donc avant, elle et moi, qui elle a 16 ans cette année, j'ai lancé Communicaré, qui était une agence de communication pour le développement durable. Parce que moi, ma formation, c'est une maîtrise en communication sociale et publique. Et donc, j'ai toujours eu cet intérêt pour tout ce qui est concept d'économie sociale et solidaire, surtout qu'on vient d'un pays où, justement, ça veut dire beaucoup de choses. Quand je dis on vient, on a étudié dans un pays où ça veut dire beaucoup de choses. Donc, en fait, quand je suis rentrée, j'ai d'abord travaillé pour une institution de microfinance, donc avec ces notions et ces valeurs de finance solidaire, etc. Et donc, le développement durable, ça voulait déjà dire beaucoup de choses pour moi. On est quand même en 2005-2006. Donc, en fait, j'étais un ovni. C'est-à-dire que les gens me regardaient avec des gros yeux, du genre, mais qu'est-ce qu'elle vient nous raconter? Et donc, bon, quand je me rends compte que dans le milieu corporate, ça ne va pas forcément le faire, j'essaye un peu au niveau des agences de communication. Donc, j'en ai fait que 2 sur le Sénégal et 1 au Mali. Là aussi, je me rends compte qu'on ne capte pas. On n'arrive pas à se projeter. Et donc, j'ai décidé de créer ma propre structure qui s'appelait donc Communicaré. Et qui a été quand même précurseur dans pas mal de domaines. Donc, par exemple, on avait créé une newsletter qui s'appelait La Question Verte. Et cette question verte m'a permis d'aller aux Pays-Bas en 2009, je crois, couvrir le sommet des peuples, donc qui était un contre-sommet, où en fait on parlait déjà des effets du changement climatique. Mais bon, encore une fois, ça remonte à 2009. Donc voilà, j'étais trop en avance sur beaucoup de concepts et je n'avais pas l'écosystème qui s'y prêtait pour me permettre de cette impulsion. Donc, à force d'aller à contre-courant, à un moment donné, franchement, on se lasse. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à autre chose. Et en m'intéressant à autre chose, donc en étudiant à l'étranger, on est confronté à soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut paraître très bateau, mais quand on est dans un pays où tout le monde nous ressemble, quand on arrive à l'étranger, cette différence, elle nous saute aux yeux, à nous en premier. Donc, au Sénégal, je me défrisais les cheveux, je faisais ce que tout le monde faisait. Et quand j'arrive donc à Montréal, au Québec, où là, j'ai un budget d'étudiante, mais les salons de coiffure là-bas vous coûtent un bras. Absolument. Et donc, en fait, à un moment donné, je suis confrontée à ma propre réalité, c'est-à-dire que j'ai des cheveux que je ne connais pas, que je ne comprends pas, qui poussent, mais qui me rendent la vie impossible pratiquement. Et donc, c'est à partir de là que je commence à me redécouvrir. Et en fait, j'arrive dans ma salle de bain à l'époque à trouver des astuces pour en venir à bout. Voilà. Et quand je rentre au Sénégal, le choc, c'est de me rendre compte qu'en fait, on me refuse je ne peux pas dire cette différence, mais on me refuse le fait de m'accepter. Je vois ce que tu veux dire. Donc, je vais dans des salons et on me regarde avec de gros yeux du genre, mais qui fan le jogué, genre, comment elle peut oser se présenter avec cette tête-là. Les gens me dévisagent et là, je me dis, mais non, c'est pas normal.
Donc, en fait, les normes sont différentes. C'est ça. Ouais. C'est venu me chercher parce que je me suis dit, si c'est mon choix, c'est peut-être le choix d'autres femmes. Absolument. Et donc, il faudrait qu'elles aient un espace pour elles. Donc, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'était pas pour gagner de l'argent. D'ailleurs, j'en ai jamais gagné parce que elle et moi a toujours été conçus comme une entreprise sociale. C'était pour répondre à un besoin d'identité, un besoin de reconnexion à soi. Et donc, c'est comme ça que l'entrepreneuriat culturel est venu me chercher d'une certaine manière parce que grâce à elle et moi, justement, j'ai pu explorer d'autres aspects. Et j'espère pouvoir en parler plus longuement. Plus longuement, mais justement, parce qu'être une femme entrepreneur au Sénégal représente beaucoup de défis et d'opportunités. Et pour en parler un peu plus sur justement le salon de coiffure, aujourd'hui, il y a tout un discours sur la question de la formation professionnelle. Et c'est un espace dans lequel tu as permis à certaines femmes d'être réinsérées socialement, mais également professionnellement. Et comme on sait, cette fonction socio-professionnelle, comment elle est importante au niveau du Sénégal, donc quelque part, tu as contribué justement à cela. Est-ce que tu peux nous, en termes de défis, d'histoire également, que tu as pu avoir, des témoignages par rapport à des personnes que tu as pu encadrer, aider, au travers de leur histoire, nous en parler? Il y a deux choses essentielles dans ce que tu me demandes là. La première, c'est de parler des défis et des opportunités. Et la deuxième, effectivement, c'est de parler de l'impact, l'impact social. Je trouve que les femmes entrepreneurs ont une sensibilité qui les pousse justement à débroussailler des chemins qui ne sont pas faciles. C'est-à-dire qu'en fait, quand elles suivent leur intuition et quand elles suivent justement leur sens féminin, elles s'intéressent à des causes qui sont souvent des causes délaissées. Et ce ne sont généralement pas des causes lucratives. Elles vont s'impliquer pour l'éducation, elles vont s'impliquer pour la santé. Et ça, c'est un mérite qu'on ne leur reconnaît pas assez. Absolument. Elles vont toujours dans... j'ai en tête cette image de la machette, en fait. C'est-à-dire que c'est une forêt qu'on doit défricher. Et les femmes sont très fortes pour défricher. À l'état, oui. Le souci, c'est que malheureusement, parce qu'elles voient peut-être au-delà de cette jungle, elles sont seules et pas accompagnées. On ne leur apprend pas justement à pouvoir se structurer, à pouvoir constituer une équipe, à pouvoir faire en sorte de ne pas y aller seule. Et donc, elles s'épuisent. Elles s'épuisent très vite. On est aussi dans des contextes où on n'a pas l'habitude de voir une femme en pole position. On la voit derrière quelqu'un, derrière un père, derrière un mari, derrière un frère. Et donc, quand elle commence, déjà, on va beaucoup la décourager, plus que de raison. Et ensuite, quand on voit que finalement, elle avance, on l'observe. Mais jamais on a ce réflexe de venir dire « elle avait raison, je vais l'accompagner, je vais mettre en place tout un système. » Et je donne souvent une analogie qui fait tiquer, mais une Européenne ou une femme orientale qui veut entreprendre, elle a tout son système avec elle. C'est-à-dire qu'elle en discute, elle sait qu'elle peut en parler avec son mari, avec sa famille. Elle sait qu'il y aura des moyens qui seront mis en œuvre. Alors, pas donner pour donner, mais accompagner, structurer, genre peut-être faire un test avec elle. Mais elle n'est jamais seule. En Afrique, malheureusement, la femme est souvent seule. Elle est livrée à elle-même. Parce qu'elle a osé penser différemment, parce qu'elle a osé braver l'interdit d'une certaine manière, parce que tout le monde lui a dit non, il ne faut pas y aller, il ne faut pas faire. C'est pas possible, etc. Et donc, quelque part, on va l'observer parce qu'on veut qu'elle se casse les dents pour pouvoir lui dire « je t'avais dit ». Je t'avais dit, Je t'avais dit, tu ne devais pas le faire, je t'avais dit. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a comme un échec implicite qui est attendu. Et donc, on ne se rend pas compte à quel point c'est éprouvant. Parce qu'elle ne le fait pas de gaieté de cœur. C'est pour répondre à un besoin social. C'est pour répondre à un besoin social. C'est un appel de son cœur, de son instinct. Et d'avoir
un environnement favorable, un environnement bienveillant, ça l'aiderait à peut-être aller plus loin et surtout à savoir qu'elle pourrait ne pas y aller seule. On pourrait en parler longuement parce que après, il y a énormément d'erreurs que les femmes font. Parce que justement, elles veulent prouver alors qu'elles n'ont pas à le faire. Donc, par exemple, ça va être je lance un business, et ben, il faut que je montre que j'ai les moyens de lancer ce business. On ne pense pas à la finalité. On ne pense pas au fait que ce business, il doit perdurer. On va penser il faut que je montre que j'ai le dernier sac à la mode. Il faut que je montre que j'ai la belle voiture. Il faut que je montre que les locaux sont rutilants. Et je dis souvent, c'est on se tire une balle dans le pied. Parce qu'en fait, une fois qu'on se lance en affaires, il y a quand même un souci de rentabilité. C'est comment je fais en sorte de rester à flot, de pouvoir continuer à payer mes salaires, à payer mon loyer, etc. Mais pas projeter cette image de « j'ai réussi » pour que tout le monde dise « ah, je l'envie » ou « waouh ». Et voilà. Donc en fait, je trouve que si on aidait les femmes à croire un peu plus en elles, elles auraient peut-être moins envie de projeter, moins envie de... Bon, même si des fois, on peut se dire que c'est culturel, mais elles seraient un peu plus rassurées par rapport à leurs capacités. Elles n'auraient surtout pas cette épée de Damoclès de « il faut absolument que les gens pensent que c'est formidable ». Le deuxième volet sur l'impact... écoute, ce dont je suis le plus fière avec elle et moi, c'est d'avoir, comme tu dis, permis à des jeunes femmes de croire en elles. Excellent. Quand elles arrivaient ou quand on lançait ce concept, la coiffure, c'était quand même... c'était un choix de seconde zone. D'accord ? C'est vraiment ce qu'on laisse à celles qui n'ont pas fait d'études. Et je pense que la plupart des filles qui sont passées chez moi ont à un moment donné cru en leur capacité, parce que j'autonomise et je responsabilise très, très vite. Et elles ne sont pas restées simples coiffeuses. Elles sont devenues chefs d'entreprise. Excellent. Elles ont ouvert leur salon. Les gens rigolent parce que elles ont bien sûr créé ma propre concurrence, mais ça reste quand même ma plus grosse fierté. Oui, voilà. De voir qu'elles ont compris qu'elles pouvaient faire quelque chose et qu'elles pouvaient aller plus loin. Chacune dans son domaine d'expertise. Après, il y a eu aussi des déceptions. Bien sûr. Des jeunes femmes qui ont préféré devenir femmes de ménage, nounou, parce qu'on leur proposait peut-être 20 000 ou 30 000 de plus. Plutôt que de croire en elles, d'explorer les possibilités, les options. Mais dans la grande majorité des cas, elles ont fait leur propre chemin et ça, c'est une très belle satisfaction. En tout cas, j'en suis assez contente pour elles et pour ce qu'elle et moi a pu permettre à ces femmes. Il y a un autre aspect, avant de passer un peu à la question sur l'aspect un peu, notre domaine de la communication internationale sur lequel tu as touché. Pour revenir un peu sur les repères, les pesanteurs sociales, il y a l'aspect un peu de l'éclairage de peau et cette perception également un peu de... Parce qu'elle et moi, tu en as brossé un peu, mais le fait d'amener les cheveux crépus dans une société où les critères de beauté se transforment aussi de par les générations. Est-ce que tu peux un peu parler de ça par rapport aux femmes que tu as pu former également à conserver? Tu parlais au début de l'authenticité. Donc ça, j'imagine que ça n'a pas été facile non plus. Et comment tu as pu, en termes de mesures réellement, en fait, imprimer ça auprès de celles que tu as pu former? Écoute, c'est un aspect sur lequel je reviens très peu. Parce que, comme je te le disais au début, je n'en donne peut-être pas l'impression, mais je suis quelqu'un de très effacé. Très effacé. Et qui fait pourtant un métier qui nous projette sous la lumière. Mais tant que ça reste dans le cadre professionnel, ça ne me dérange pas.
Par contre, quand c'est dans le cadre personnel, c'est vrai qu'effectivement, et elle et moi, ça vient toucher à moi en tant qu'individu, en tant que femme noire, comme je te le disais tout de suite, qui se découvre à l'étranger, qui rentre et qui trouve impensable que dans son propre pays, on ne puisse pas l'accepter telle qu'elle veut être, telle qu'elle est. Et en fait, elle et moi, c'est un lieu refuge, c'est comme ça que je l'appelle. Parce que, mine de rien, ça a été un des premiers salons, sinon le premier salon, à avoir dit aux femmes noires, vous êtes belles au naturel. Le naturel en héritage, c'est notre signature. Et cette beauté naturelle, vous avez le devoir de pouvoir la transmettre. Donc, c'est un ADN que vous tenez de vos mères et grands-mères et que vous avez aussi la responsabilité de préserver et de transmettre. Et ce lien mère-fille, c'est aussi quelque chose de prodigieux parce que combien de fois j'ai vu des mères qui se défrisaient et qui ont réussi à se rendre compte qu'en fait, en se défrisant, elles renvoyaient un message à leur fille implicite que c'était ça l'aboutissement. Il fallait, oui, pour l'instant je ne te défrise pas, mais tôt ou tard tu vas y aller. Et elles ont fait le parcours inverse. De revenir vers justement leurs cheveux au naturel. Juste pour être en cohérence avec les filles qu'elles voulaient éduquer. Et cet effet miroir, ça a quand même été quelque chose d'extraordinaire. On a aussi eu 3 générations de femmes qui du jour au lendemain venaient se faire coiffer au salon. Donc la grand-mère, la mère et la petite fille. Et qu'on le veuille ou non, ça tisse des liens. Bien sûr. Et ça renforce en fait une certaine forme d'identité. En fait, on sait qui on est. Parce que justement, cette mère qui nous a portés, qui elle-même ressemble à la femme qui l'a éduquée, eh ben, on sait qu'on est dans une lignée et qu'on est dans une trajectoire. Après, c'est toujours des discussions difficiles à avoir dans un contexte sénégalais. Parce que la femme sénégalaise est une femme sophistiquée. C'est une femme qui est vraiment plus dans l'apparat. On peut avoir cette conversation avec d'autres femmes de la sous-région, ce ne sera pas le même rapport. Pourquoi? Parce que le rapport au naturel dans la sous-région est plus, je ne dirais pas plus facile, mais on n'est pas dans l'artifice. Au Sénégal, la femme doit projeter. C'est ce que je disais tout à l'heure. On revient toujours à ce besoin que les autres nous voient d'une certaine manière. Et donc, en fait, on a tendance à étouffer qui on est à l'intérieur. Et c'est accepté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même la norme. On préfère justement voir une femme avec un teint clair, qui se sera fardée ou qui se sera éclairci la peau, avec des faux cils, des faux ongles aujourd'hui, sans émettre de jugement, mais en disant que du coup, cette femme, elle porte un masque. Elle montre des cheveux qui ne sont pas les siens, elle montre des artifices qui ne sont pas les siens, et elle incite la jeune génération à savoir que tôt ou tard, voilà, moi aussi, il faudra que et ça, il faudrait qu'on l'inverse. C'est un rapport malsain, je trouve, que l'on entretient vis-à-vis de notre propre image. Et modestement, mais sûrement, en 16 ans, on a quand même réussi à au moins amener des femmes à se poser la question. Après, je te le disais tout à l'heure pour la communication, je le dis aussi pour le business de la beauté ethnique, on est seul. On est seul à vouloir voir les choses différemment. Et ça aussi, à un moment donné, ça essouffle. C'est épuisant. C'est épuisant. Parce que on a beau aimer la disruption, être avant-gardiste et aimer les challenges, 15 ans à essayer de convaincre, à un moment donné, on se pose des questions. On se dit, est-ce que c'est parce que je me suis mal prise? Pas que ça n'a pas eu d'effet, mais ça n'a pas non plus eu le rayonnement que ça devrait avoir. Il y a une séquence de AJ+, avec Rémi... J'arrive jamais à dire son nom de famille, mais j'espère qu'il ne m'en voudra pas s'il regarde. Conversation citoyenne. Soubine Mana, je crois.
il a fait quelque chose au Bénin qui, pour moi, coule de source. Parce qu'aujourd'hui, le Bénin, même dans sa vision étatique et gouvernementale, revendique cette authenticité et ce retour aux sources. Le faire dans un contexte où nous-mêmes ne croyons pas vraiment à qui nous sommes, et je n'indexe personne, c'est plus compliqué. Donc, tant qu'on n'a pas réglé ce problème de s'accepter nous-mêmes, je pense que ce sera difficile de pouvoir justement mener des combats comme celui que j'ai essayé de mener au sein d'Elle et moi, ou alors ce sera vraiment à très petite échelle. Ce qui n'est pas mal non plus. C'est un début, c'est un début, effectivement. Mais on est en train de réfléchir en ce moment à comment il faudrait qu'on arrive à transformer. Parce que l'impulsion était bonne. Elle et moi a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, un lieu refuge, un espace où des femmes qui osaient s'explorer, en tout cas se découvrir autrement, venaient rencontrer d'autres femmes qui leur ressemblaient pour justement se donner des conseils. Mais dans un contexte où justement toute la société s'attend à ce qu'on se transforme, qu'on projette une image cette image sophistiquée d'une femme à qui tout réussit, et qui donc du coup doit avoir une certaine apparence, et ben ça devient difficile. Difficile, c'est dur. Alors ça fait une bonne transition avec la partie 3 sur la question un peu de... Parce que tu as eu aussi beaucoup d'expérience au niveau de la sous-région, donc l'image de marque au niveau de la compétitivité internationale. On peut te poser la question, comment préserver l'aspect de l'authenticité culturelle tout en répondant à certains standards également au niveau international, ce qui n'est pas évident. Donc, est-ce qu'il y a des expériences africaines, coordonnées, conjuguées, qu'on peut faire et qui peut inspirer en fait ceux qui nous écoutent? Il y en a énormément, et heureusement d'ailleurs. Je vais prendre 2 exemples. En Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. Quand on parle du Kenya ou de l'Afrique du Sud, il n'y a aucune question qui se pose en termes d'africanité, mais avec des standards internationaux. C'est-à-dire qu'en fait, la démarche ou la méthodologie, elle doit être standardisée. Elle doit pouvoir être applicable dans différents endroits. Et on y réfléchit plus en termes de normes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'efficacité, d'efficience, de performance, que l'on soit en Asie, en Amérique du Nord ou en Afrique, ça doit vouloir dire la même chose. Mais par contre, ça n'efface pas qui nous sommes. Un Kenyan, la première idée qui va nous venir quand on parle du Kenya, c'est les safaris. Donc, c'est la faune et la flore, c'est les Maasai, c'est un tourisme ethnique, et ce sont des choses qui viennent nous chercher. Quand on prend Kenya Airways, le message, il est en Swahili. Ma bibi, ma bwana. J'adore les entendre dire ça. Parce que oui, c'est notre langue que l'on met de l'avant. Et ça ne nous empêche pas d'avoir une compagnie aérienne, ça ne nous empêche pas de compétir sur des marchés qui, a priori, ne sont pas des marchés réservés aux Africains, et d'avoir une exigence de qualité. L'Afrique du Sud, pareil. Même si on sait qu'effectivement tout n'y est pas rose, et qu'il y a encore beaucoup de disparités, on sait que la culture parle. On sait que dans la danse, on sait que dans le chant, on sait que même dans l'habillement, cet art du perlage qui est propre à certaines ethnies, ce sont des choses qui reviennent et qui font justement toute la beauté et toute la spécificité de ces pays-là, tout en étant reconnus sur le plan international. S'ils font partie des BRICS, ce n'est pas pour rien. Parce que justement, ils savent juguler, ils savent allier les deux. Après, malheureusement, c'est ce que je disais tantôt, je le dis souvent, mais en fait, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que si on n'est pas convaincu de qui on est, on ne peut pas aller au-devant des autres pour chercher ce qui viendra nous compléter. On est un peu... Un rien nous bouleverse, un rien nous fait peur. Les psychologues diraient on a un moi qui n'est pas assez fort et qui fait que
on a vraiment l'impression qu'en étant en interaction avec les autres, on va se perdre. Et c'est parce qu'on n'est pas assez ancré. On n'est pas assez authentique. On ne dit pas assez qui on est. J'adore mon pays. Oui. Nous avons une nation extraordinaire. Oui. Mais aujourd'hui, qui est vraiment le Sénégalais? On se réfère souvent à ce que nous étions. Mais à un moment donné, on est tous conscients qu'on est devenu autre chose. On a parlé de nouveaux types de Sénégalais. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable de dire qui est ce nouveau type de Sénégalais. Contenu, oui. Quel est le contenu? Quelles sont les valeurs qui nous restent? Donc, c'est une conversation qu'il faudrait déjà qu'on ait, un brainstorming national, oui. pour justement définir notre identité, notre nouvelle identité, ou cette identité qui fait sens et qui fait consensus, pour pouvoir aller vers les autres et prendre des autres. Mais tant qu'on est dans cette oui, non, on veut, voilà, c'est de la récupération, c'est des influences extérieures. Les influences extérieures, elles n'ont jamais été négatives à 100%. Pour ceux qui ont eu la chance d'aller étudier à l'étranger, ils savent que ce mélange avec l'ailleurs, justement, leur a apporté quelque chose. À eux, après, à eux, à elles, de savoir ce qu'il faut garder et ce qu'il faut laisser partir. Et je vais terminer par un autre exemple qui est un peu plus proche de chez nous, un pays que j'affectionne beaucoup, la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont très ancrés dans qui ils sont. Mais aujourd'hui, si on en parle comme d'une puissance économique, ou en tout cas d'un pays qui effectivement devient un levier, enfin un moteur économique, c'est parce qu'ils ont su aussi s'ouvrir à autre chose, mais autre chose qui les renforce. Donc c'est vraiment, encore une fois, pas se dénigrer, parce qu'on a tous des forces et des faiblesses. C'est ça. Mais c'est au moins reconnaître que sur certaines choses, certains aspects, on ne sait pas assez qui nous sommes. Et rien que ce tiraillement interne où en fait, voilà, entre ethnies, on n'arrive pas encore à créer cette unité. Ça, ce sont des signaux forts qui disent qu'en fait, on est serré, on est Peul, on est Djola, et c'est tout ça qui fait notre ADN et qui fait qu'on est sénégalais. Mais tant qu'on préfère être d'abord serré et après sénégalais, ou d'abord Peul et après sénégalais, voilà, ce sera toujours un peu compliqué, je trouve. On a reçu dans cette émission le professeur Djiby Diakhaté, qui est venu un peu discuter de ces questions identitaires, cette cohésion sociale qui est extrêmement importante. Et on a posé également ce débat-là, cette question identitaire qui revient. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on parlait un peu d'influence, mais avec les réseaux sociaux aussi, qui ont venu impacter positivement ou négativement, ça dépendra de la perception. Mais ça également joue beaucoup sur cette authenticité, parce qu'on a compris le message, hein, c'est cette recherche d'authenticité. On en revient également avec cette analogie du bois. Hein, on se rend compte à travers le message que tu veux lancer que on doit avoir cette quête d'authenticité pour réellement en fait rayonner et être dans la mesure de ce qu'on veut prétendre en tant que nation. Alors, ça fait une bonne liaison avec la dernière section. Déjà, c'est tellement rapide, malheureusement, mais la dernière section où on veut parler un peu plus du leadership créatif dans un contexte justement de changement que tu décris. Alors, à ton avis, quelles sont les compétences qui sont essentielles aujourd'hui au niveau de la communication stratégique avec tout ce que tu viens de dire? Déjà, il faut qu'on arrête de penser que quand on parle de stratégie, ce sont des stratégies managériales ou en fait qu'on exclut la communication du volet stratégique. Je suis prête à parier, peut-être pas auprès de tes auditeurs, mais aujourd'hui, si on posait la question qu'est-ce que c'est la communication stratégique, les gens nous rigoleraient. Parce que pour eux, communication, ça reste un accessoire. Dans la majeure partie des cas de figure. Les réseaux sociaux,
communiquer toujours dans cette dynamique de manipulation. Donc, on va faire un camion sono. En fait, ça reste vraiment des techniques qui sont prises hors contexte, qui sont prises souvent parce qu'on pense que ça marche. Donc, en fait, il n'y a aucun élément de mesure pour justifier les choix, mais ce sont donc des tendances dont les gens se saisissent et veulent pouvoir avoir des résultats. Ce n'est pas possible. La communication stratégique, c'est une fonction qui est essentielle. Parce qu'en fait, c'est bien beau d'avoir une vision, un plan stratégique, mais si on ne sait pas comment le traduire en des mots simples, que ce soit à l'interne comme à l'externe, je ne dis pas que le plan ne pourra jamais se réaliser, mais il sera difficilement mesurable, toujours en termes d'impact. Donc, prendre le temps de la réflexion et surtout associer les communicologues ou les spécialistes en amont, eh ben, ça nous fait gagner énormément de temps. Énormément de temps, d'énergie, pour arriver justement à des résultats qui nous permettront de pouvoir dire, OK, un de nos objectifs était, je dis n'importe quoi, là on arrive dans le contexte des JOJ. Aujourd'hui, la communication stratégique pour un événement majeur comme celui-là, ce ne serait pas juste d'avoir une campagne de communication qui annonce les JOJ ou d'avoir énormément de messages et d'annonces envoyées sur les réseaux sociaux. Ce serait déjà se dire qu'est-ce que les JOJ représentent dans un contexte comme le contexte sénégalais, dans un contexte comme le contexte africain. Se poser la question de savoir est-ce que le Sénégalais lambda, si je l'interpelle, peut me dire ce que sont les Jeux olympiques de la jeunesse. Et qu'est-ce que ça vient chercher chez lui. Parce que qu'on le veuille ou non, c'est un pays qui accueille. Ce n'est pas juste une structure. Et donc, si une fonction communication stratégique avait été, et encore une fois, je ne dis pas que ça n'a pas été fait, mais dans cette fonction de communication stratégique, au-delà de l'opérationnalité, l'opérationnabilité, je ne sais même plus lequel, mais l'opérationnalisation de la communication, il faudrait déjà la placer dans son contexte. L'appropriation, tu parles d'appropriation. Et c'est de l'appropriation, mais c'est surtout une contextualisation. Et ça, c'est une fonction analytique qui manque dans beaucoup, justement, de stratégies. On va l'appeler une stratégie, mais on n'a jamais assez pris le temps en amont de pouvoir la plonger dans le contexte dans lequel justement on veut intervenir pour la mettre à l'épreuve. Parce qu'encore une fois, on peut avoir une idée et finalement, en échangeant, en confrontant les idées, se rendre compte que cette idée, elle doit être enrichie pour pouvoir être acceptée. Donc cette appropriation, elle vient après. Avant l'appropriation, il y a un travail à faire pour être sûr qu'on a tous les éléments en place pour justement faciliter cette appropriation. Sinon, il y a de la résistance. Et effectivement, on est dans des contextes, je ne dis pas que c'est le cas pour les JOJ, mais on est dans des contextes où le citoyen a l'impression que c'est quelque chose qui lui est externe alors qu'en fait, il devrait s'en saisir tout de suite. Un autre exemple, et je terminerai par celui-là, la CAN. Le football reste une des stratégies ou des communications stratégiques les plus efficaces. Dans le sens où qu'on soit genre fan ou pas, cet esprit de compétition et cette interaction avec les autres vient chercher tout de suite et mobilise en fait. Donc il y a un engagement instantané, et quel que soit l'âge. Et encore une fois, pourquoi ? Parce que mine de rien, le football aujourd'hui est devenu un langage universel. Et qui a réussi à s'adapter. On a une Coupe d'Afrique des Nations, on a excuse-moi, je ne m'y connais absolument pas, mais il y a la Ligue européenne, je crois. Ligue des Champions, Ligue des Champions. Et donc, c'est un même concept, mais qui, dans différents contextes, prend une dimension particulière. Et
un cas d'école assez intéressant avec ce qui s'est passé à la dernière CAN. Oui. D'un point de vue purement communicationnel, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on n'est pas sûr de soi et qu'on se confronte à d'autres réalités, on a tendance à très vite se retrancher dans le camp de la victime. Et en Afrique, c'est encore le cas. Encore une fois, des réactions qui se sont passées, d'un côté comme de l'autre, ont montré à quel point cette unité africaine, on a encore beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes, parce que justement, on veut être ceci avant d'être cela. D'accord ? On veut être ressortissant de son propre pays avant d'être africain. Et c'est ce que je disais tout à l'heure avec les ethnies, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas à l'aise en se disant « je suis et ça », eh bien forcément, on aura souvent des incompréhensions et des incohérences. Qui vont venir de là. C'est un bon exemple, je trouve, le football, parce que souvent, ça a été un vecteur de mobilisation, d'identité, mais dans justement la dernière CAN, ce qu'on a pu constater, et comme tu l'as dit, je ne sais plus qui disait que ce qui se passe, donc il faut appeler un chat, entre le Sénégal et le Maroc, 90 minutes de football ne doivent pas changer plus de combien de siècles de diplomatie et puis d'approche commune, de collaboration. Et on espère que les régulateurs sociaux, culturels vont jouer leur rôle parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une grosse tâche qui s'est installée avec ce qui s'est passé au niveau de la Coupe d'Afrique. Donc, on a reçu le message. Parlant de message, dañu bëgg juste jeexal malheureusement ñi ngi jeexal déjà suñu émission bi en fait askan bi ñu ñuy déglu ban jàngat la ñu mën am. Communication ñu bëri dañu jàpp ne loo xamante ne ñëpp mën nañ ko. maanaam wax mooy communication. te dëgg la. lu ci bëri. communication ci wax lay jàll. waaye bés bu sa bopp doon metti. gëm naa ne doo dem ci mécanicien pour mu fajal la ko. da nga dem seeti ab docteur. docteur mun laa wax. ne lii ak lii ak lii ak lii ak lii nga war a def. pour mun a xëy na ñu xam am ay analyse xam exactement yow lan moo la dal. wàllum communication dafa di loo xamante ne. buñ ko jàppee rek benn kàddu. communication tënk na lépp lu jëm ci réseaux sociaux. dëgg la mais communication ëmb na tamit lépp lu jëm ci journalisme. communication ëmb na tamit lépp lu jëm ci wàllum société mooy mbooloom. te bu ci nekk dafay ñëw ak maanaam ay outils ay yoon yoo xamante ne suñ ko xamulee mun nañ juum mun nañ réer te réeroo boobu lu ci bëri ñàkk jox cër communication bokk na ci. mus naa dem fenn sama benn mbokk di ma tooñ. naan ma yow yaa ngi ci wàllum communication ba tey. ma ne ko waaw maa ngi ci ba tey mu ne ma man temps yi sax moom lay def. da am na ay concert yu may organiser. ma ree parce que pour moom. li ma jàng. moom mi ko jàngul. yomb na ko. parce que encore une fois lan mooy communiquer jël micro. taxaw ci mbedd bi naan diwa gën. alors que dafa am leneen lu njëkk. loo xamante ne dafa li tubaab di wax wàllum analyse ak diagnostic. daf ñu war en tant que communicant. donc xëy na su ma doon ñaax ñii di yëngu ci wàllum communication. muy maanaam ñu gën a jox gëdd ak suñu fonction. bañ a bàyyi nit ñi foog ne. lu yomb la. yomb na gaa. mën na yomb mais balaa muy yomb dafa am lu ñu war ci wàllum structuré ko teg ko ci yoon pour mu gën a mën a law en fait. Miniel, on te remercie énormément. Véritablement, on a pu apprendre à travers justement cet échange qui était... on aurait pu continuer des heures et des heures avec toi parce qu'on s'est rendu compte que l'entrepreneuriat, la communication stratégique, ce n'est pas juste des outils de performance, mais véritablement, c'est des leviers de transformation sociale, culturelle, d'appartenance
Et dans ce contexte-là également, le message, donc recherchez beaucoup plus le soubassement qui vous sied en tant qu'individu, en tant qu'entité, en tant que nation, pour vraiment prétendre à cette souveraineté-là. Et c'est de la confrontation des idées, des personnes, et puis également en fait des sociétés qu'on va trouver cette authenticité. Je suis revenu beaucoup là-dessus, mais je trouve que ça transparaît bien l'idée du bois. Parce que c'est un peu ce que tu nous as décrit à travers un peu tes différentes expériences qui, voilà, forgent des défis, mais le message, on le perçoit à la fin, la finalité, ce que tu souhaites également pour les auditeurs, pour la jeunesse, c'est cette crédibilité, cette authenticité. Donc vraiment, on te remercie énormément pour le temps que tu as pu avoir et pour cette générosité de discussion. On va te laisser le mot de la fin pour dire au revoir aux auditeurs. C'est moi qui te remercie pour l'opportunité, parce qu'encore une fois, on n'a pas souvent l'occasion de revenir sur son parcours. J'ai adoré vraiment passer ce moment avec toi, avec tes auditeurs. Et je te félicite et t'encourage parce qu'on n'a pas assez d'espace justement qui nous permettent de faire ces introspections qui sont essentielles et auxquelles je crois beaucoup pour qu'on puisse avancer, se parfaire. On est en plein mois de Ramadan, donc je souhaite un très bon mois de Ramadan à tout le monde. On en profite pour demander pardon. Absolument. Parce qu'encore une fois, Nit Motul. Donc on demande pardon en espérant ne pas avoir choqué ni blessé. Parce que je suis en général quelqu'un qui polarise. Franche, authentique. Mais voilà, très franche et très authentique. Oui. Mais j'espère que chacune des personnes qui entendront cette émission aujourd'hui pourront voilà, essayer de dépasser le premier niveau et se dire qu'en fait, ce sont des impressions. Est-ce qu'elles sont justes? C'est libre à chacun de pouvoir l'interpréter, mais elles viennent d'un vécu. Absolument. Et donc, encore une fois, je l'ai confrontée et j'espère qu'on aura d'autres occasions et d'autres opportunités de pouvoir débattre et continuer à parler de ce qui nous anime. Excellent. C'est nous qui te remercions. Merci beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Nous vous invitons encore une fois de faire vos commentaires et de nous suivre sur MLK Global Strategy à travers nos plateformes sociales. À une prochaine fois pour bientôt. Allez, au revoir.